J'ai joué l'idiote pendant que mon mari préparait les papiers du divorce pour retourner avec son ex. J'ai secrètement transféré et vendu tous mes biens, le laissant complètement ruiné et sans aucune issue. L'air de la salle à manger semblait plus froid que d'habitude. La climatisation était réglée à 22 degrés Celsius, comme toujours, mais Catherine sentait un frisson lui parcourir les bras. C'était une prémonition glaciale qui n'avait rien à voir avec la température ambiante de la grande table en chêne. Son mari, Alexandre, accordait bien plus d'attention à l'écran lumineux de son smartphone qu'à son entrecôte préférée, saignant à point. Le léger sourire au coin de ses lèvres n'était certainement pas destiné à Catherine. Ce sourire était dirigé vers un autre monde, caché derrière le verre de l'appareil dans ses mains. Catherine posa délicatement sa fourchette, essayant de ne pas faire le moindre bruit qui pourrait interrompre l'amusement de son mari. Au cours des 6 derniers mois, cette scène était devenue sa réalité quotidienne. Alexandre rentrait de son poste de cadre supérieur, posait sa mallette en cuir de marque, prenait une douche, puis s'accrochait à son téléphone comme à un système de survie. Leur conversation était devenue brève et strictement domestique, réduite à des questions sur son dîner ou son programme de la journée. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Catherine aujourd'hui. Sa voix sonnait un peu plus fragile qu'elle n'aurait voulu. Elle voulait juste briser le mur invisible qui avait grandi entre eux. Alexandre leva les yeux, ses pupilles prenant une seconde à se concentrer sur elle. Il ressemblait à un homme qui venait de rentrer d'un long voyage. « Ça s'est bien passé, comme toujours », répondit-il sèchement avant que son pouce ne reprenne sa danse agile sur l'écran. Catherine prit une profonde inspiration. C'était une femme qui avait bâti son propre succès à partir de rien. Sa chaîne de boutiques de luxe, la maison de Catherine, comptait désormais 3 emplacements à Paris. Et le portefeuille boursier qu'elle gérait méticuleusement elle-même était devenu une source de richesse qui dépassait de loin le salaire d'Alexandre. Elle était habituée à analyser les problèmes, à trouver des solutions et à agir de manière décisive. Mais dans son mariage, elle se sentait totalement impuissante. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle espérait que ce n'était qu'une phase, un ennui passager qui s'estomperait bientôt. Cette nuit-là, ses espoirs volèrent en éclats. Après ce dîner silencieux, Alexandre ne se dirigea pas directement vers son bureau à domicile comme d'habitude. Il suivit Catherine dans le salon et s'assit sur le canapé en face d'elle, posant son téléphone face cachée sur la table basse. Ce simple geste lui parut si formel, si lourd que l'estomac de Catherine se noua. « Kate, je dois te dire quelque chose », commença Alexandre. Sa voix était plate, dénuée d'émotion, comme celle d'un médecin sur le point d'annoncer un mauvais diagnostic. Catherine se contenta de hocher la tête. Son cœur battait la chamade. Elle serra ses mains, devenues soudain froides et moites. « Je crois que notre mariage est terminé », continua Alexandre. Ses yeux regardaient le mur derrière Catherine, évitant son regard. « Demandons le divorce. » Le mot « divorce » resta suspendu dans l'air, aigu et létal. Le monde de Catherine sembla s'arrêter. Le tic-tac de l'horloge grand-père, habituellement un bruit de fond apaisant, résonnait maintenant comme les coups d'un marteau géant. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Une boule se forma dans sa gorge. Alexandre prit le silence de sa femme comme un signe de soumission. Il poursuivit son explication sur le même ton froid. « Ce n'est pas ta faute, Kate. Tu as été une bonne épouse. Mais je ne peux plus me mentir. Je suis toujours amoureux de Sophie. » Ce nom, Sophie. Le nom de l'ex-petite amie avec qui Alexandre avait rompu il y a 8 ans, bien avant de rencontrer Catherine. Le nom qu'Alexandre mentionnait occasionnellement dans des histoires nostalgiques. Le nom qui donnait toujours à Catherine l'impression d'être une doublure dans la pièce de quelqu'un d'autre. Nous avons recommencé à nous parler il y a quelques mois, avoua Alexandre sans la moindre trace de culpabilité. Et nous avons réalisé que nous n'aurions jamais dû rompre. Je veux recommencer. Catherine retrouva enfin sa voix, bien qu'elle ne fût qu'un souffle rauque. Recommencer ? Oui, hocha Alexandre comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pour cela, nous devons tout régler aussi rapidement et équitablement que possible. Partageons simplement nos biens 50-50e. Ce sera le moyen le plus rapide. La maison, l'épargne, les investissements. C'est juste. Juste. Ce mot fut une deuxième gifle, encore plus douloureuse que la demande de divorce.
Le prêt immobilier de cet hôtel particulier avait été entièrement payé grâce aux primes annuelles d'entreprise de Catherine. La majeure partie de leurs économies, et presque tous les comptes de courtage, étaient alimentés par les bénéfices de ses boutiques et son talent sur le marché boursier. Le salaire d'Alexandre suffisait à peine à couvrir ses dépenses quotidiennes et le loyer de sa BMW, rien de plus. Mais aux yeux d'Alexandre, tout cela était leur richesse commune. C'était le fruit d'un travail dont il était prêt à prendre la moitié juste pour commencer une nouvelle vie avec une autre femme. Catherine ne répondit pas. Elle se contenta de regarder son mari, l'homme qui avait dormi à ses côtés pendant 7 ans, l'homme dont elle avait soutenu la carrière, l'homme qu'elle avait vraiment aimé. Cet homme semblait maintenant un étranger négociant une fusion d'entreprise plutôt que la fin d'un mariage. Cette nuit-là, Catherine ne put dormir. À 2 heures du matin, elle sortit du lit, assoiffée. Elle marcha lentement vers la cuisine pour un verre d'eau. Passant devant le bureau d'Alexandre, dont la porte était légèrement entr'ouverte, elle entendit sa voix. Elle n'était plus plate ou froide. Elle était pleine de rire et de chaleur. Juste un peu plus, ma chérie. Tout sera bientôt fini, disait Alexandre à quelqu'un au téléphone. Ça ira vite. Je lui ai déjà dit. Il y eut une courte pause. Catherine retint son souffle et pressa son oreille contre la fente de la porte. Comment a-t-elle réagi? Choquée, bien sûr, mais elle est faible. Elle l'a toujours été. Le rire d'Alexandre retentit à nouveau, léger et insouciant. Elle ne fera pas de difficulté. Kate est trop obsédée par moi. Elle signera n'importe quel papier que je lui présenterai. Ne t'inquiète pas, mon amour. Toute sa richesse, notre richesse sera la base de notre nouvelle vie. Tu pourras quitter ton travail et nous voyagerons à travers le monde comme nous l'avons toujours rêvé. Notre richesse, notre nouvelle vie. Ces 2 phrases frappèrent Catherine comme un éclair. La douleur brûlante dans son cœur se transforma instantanément en un froid glacial. Les larmes qui menaçaient de couler semblèrent se tarir en une fraction de seconde. Elle recula lentement de la porte. Ses mains étaient serrées si fort que ses phalanges blanchirent. Elle retourna dans la chambre, mais ne se recoucha pas. Elle se tint devant le miroir en pied dans le coin de la pièce, regardant son reflet. Une femme aux yeux gonflés et au visage pâle. Une femme qui avait été qualifiée de faible. Une femme qui avait été considérée comme une imbécile. Mais ce qu'elle vit dans ses propres yeux n'était plus de la faiblesse. Ce qu'elle vit était l'étincelle d'une flamme qui venait de s'allumer, une flamme froide, concentrée et létale. Sa douleur s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus fort. De la résolution. Alexandre avait tort. Cette bataille se terminerait rapidement, mais pas du tout comme il l'imaginait. Catherine ne ferait pas de difficulté devant le tribunal de divorce, car il n'y aurait plus rien à disputer. Elle allait reprendre chaque euro, chaque action, chaque brique qu'elle avait construite avec son sang, sa sueur et ses larmes. Dans le silence de la nuit, Catherine se fit une promesse. Alexandre pouvait prendre son passé, mais Catherine reprenait son futur. Le lendemain matin, le soleil se leva comme d'habitude. Mais le monde de Catherine avait entièrement basculé. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, Alexandre était déjà assis à l'îlot de la cuisine, buvant son café et consultant les nouvelles sur son iPad. Il leva les yeux quand Catherine entra, une ombre de surprise traversant son visage. Catherine ne ressemblait pas à une femme dont le monde venait de s'effondrer. Elle avait déjà pris sa douche. Elle portait un impeccable chemisier en soie bleu marine, et ses cheveux étaient tirés en un chignon élégant. Il n'y avait aucune trace de larmes sur son visage, seulement un calme presque surnaturel. « Bonjour, dit Catherine. » Sa voix était ferme et douce. Elle prit une tranche de pain grillé et y étala de la confiture. Ses mouvements étaient délibérés, sans hâte. « Bonjour, répondit Alexandre, légèrement mal à l'aise. Il la regardait, essayant de lire son expression. « Tu vas bien ? » « Ça ira, répondit Catherine, regardant Alexandre droit dans les yeux sans cligner. « J'ai réfléchi à hier, et tu as raison. Cela ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui ne peut pas être réparé. Terminons ça en paix. » Alexandre soupira visiblement de soulagement. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Exactement comme il l'avait prévu, Catherine était soumise et n'avait aucune intention de faire de scène. « Je suis content que tu puisses être si raisonnable, Kate. Tu m'as enlevé un énorme poids des épaules.
J'ai besoin de temps seul aujourd'hui, continua Catherine. Juste pour me calmer et mettre mes pensées en ordre. Je travaillerai depuis mon bureau à domicile. Ne t'inquiète pas pour moi. Bien sûr, bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin, dit Alexandre magnanimement, se sentant l'homme le plus sage du monde. Il termina son café, attrapa sa mallette et sortit d'un pas léger, convaincu que le plus gros obstacle avait été franchi. Dès que le son de la BMW d'Alexandre s'évanouit dans la rue, le masque de calme de Catherine disparut. Elle ne pleura pas. Sa mâchoire se serra et ses yeux se remplirent d'une froide détermination. Au lieu de retourner dans la chambre pour pleurer, elle marcha directement vers son bureau à domicile. Cette pièce était son centre de commandement, l'endroit où son entreprise était née et avait grandi. Aujourd'hui, elle allait devenir le quartier général de l'opération la plus importante de sa vie. Elle ferma la porte à clé, ce qu'elle ne faisait presque jamais. Puis elle ouvrit le coffre-fort mural caché derrière un tableau de paysage. À l'intérieur se trouvaient non seulement ses bijoux, mais d'épais dossiers de documents originaux. Elle les étala tous sur le grand bureau en acajou. L'acte de propriété de l'hôtel particulier, le titre de l'appartement hérité de ses parents au Marais, les baux commerciaux de ses boutiques, les relevés de courtage, les statuts de la SARL, la maison de Catherine et les livres de compte des 5 dernières années. Elle ouvrit son ordinateur portable et créa une nouvelle feuille de calcul. Systématiquement, elle commença à lister tous les actifs qu'il possédait. Elle les divisa en 3 colonnes. La première colonne, exclusivement à moi. Cela incluait les actifs qu'elle possédait avant le mariage, comme l'appartement au Marais et les bijoux en or de sa grand-mère. Ceux-ci lui appartenaient légalement, mais elle savait que l'avocat véreux d'Alexandre pourrait essayer de compliquer les choses. La deuxième colonne, fruit de mon travail. C'était la liste la plus longue. L'hôtel particulier de Paris où il vivait, dont le prêt immobilier était payé par ses primes d'entreprise. La villa de Saint-Tropez, achetée au nom de sa SARL, la maison de Catherine. Ses 3 boutiques de luxe et tout leur inventaire, ses actions et ses obligations municipales, qui totalisaient désormais des millions d'euros. Tout cela était généré par ses revenus. La troisième colonne, actifs communs. Catherine faillit rire en regardant cette colonne. Il n'y avait qu'un seul élément, leur compte courant joint, dont le solde fluctuait en fonction des dépenses du ménage, et 2 voitures, son SUV, qu'elle avait payé comptant, et la BMW d'Alexandre, pour laquelle il effectuait encore des paiements. Voir cela affiché à l'écran cristallisa sa colère. La demande d'Alexandre de tout diviser 50/50 était un vol en plein jour. Catherine tendit la main vers son téléphone. Ses doigts planèrent au-dessus du contact de l'avocat d'affaires de son entreprise. Non, elle ne pouvait pas l'utiliser. Alexandre le connaissait. Elle avait besoin de quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'inattendu, quelqu'un avec une réputation terrifiante. Elle se souvint d'un nom qu'un associé lui avait mentionné lors d'un gala, un avocat spécialisé dans les divorces connu comme un loup déguisé en agneau pour ses tactiques létales derrière un comportement poli. Elle chercha sur le web et trouva le cabinet Durand et Associés. Sans hésiter, elle composa le numéro. « Bonjour, Durand et Associés », répondit une réceptionniste. « Bonjour. J'aimerais parler à Maître Durand. »« C'est urgent », dit Catherine d'une voix ferme. Après une brève attente, une voix calme et grave la salua. Maître Durand à l'appareil. « Bonjour, je m'appelle Catherine. Vos coordonnées m'ont été données par un collègue. J'ai besoin d'une consultation privée le plus rapidement possible. Il s'agit d'un divorce et de la protection d'actifs. La requête a-t-elle déjà été déposée ? Coupa Richard droit au but. Non, répondit Catherine rapidement. Je veux que tout soit terminé avant cela. Je ne veux pas de guerre au tribunal. Je veux que la bataille soit terminée avant même que l'adversaire ne réalise qu'elle a commencé. Un court silence plana sur la ligne comme si Maître Durand évaluait sa future cliente. J'aime votre approche, Catherine. Vous pouvez venir à mon bureau à midi. Non, coupa Catherine. Je ne veux pas être vue entrant dans le bureau d'un avocat de divorce. Nous pouvons nous rencontrer ailleurs, quelque part de discret. Silence à nouveau. Puis la voix de Maître Durand revint, cette fois avec une pointe de respect. Très bien. Il y a un petit bistrot dans un quartier central de Paris appelé le Crépuscule. C'est calme. Je vous y retrouverai pendant ma pause déjeuner. Raccrochant,
Catherine contacta immédiatement la deuxième personne de son équipe, sa conseillère financière et courtière, Hélène. Hélène était une femme d'âge moyen très calculatrice qui gérait loyalement une partie des investissements de Catherine depuis des années. « Hélène, j'ai besoin d'aide », dit Catherine sans préambule. « Je divorce d'Alexandre. » Il y eut une pause. « Je suis désolé, Kate. Comment puis-je vous aider ?» Le ton d'Hélène était professionnel mais compatissant. « Je dois liquider certaines actions dès que possible, mais progressivement, afin de ne pas faire chuter les positions ni attirer l'attention. Et je dois ouvrir un nouveau compte de courtage et un nouveau compte bancaire dans une institution complètement différente, entièrement séparée de mes comptes actuels. Tout doit être fait dans le plus grand secret. »« Compris, » dit Hélène. « Envoyez-moi la liste des titres que vous souhaitez vendre. D'abord, je préparerai les documents pour les nouveaux comptes. Nous utiliserons une configuration entièrement dématérialisée pour qu'aucun relevé ne soit envoyé à votre domicile. Merci, Hélène. Je vous suis redevable. Ne vous inquiétez pas, considérez ça comme un rééquilibrage massif de portefeuille, dit Hélène, essayant d'alléger l'atmosphère. Mettant fin à l'appel, Catherine ressentit une vague de confiance. Les rouages étaient déjà en marche. Il était temps de faire le premier vrai mouvement. Elle ouvrit son application bancaire sur son ordinateur portable et se connecta au compte joint. Le solde était d'environ 45 000 €. La majeure partie était un dépôt automatique d'une des distributions de bénéfices de sa boutique quelques jours auparavant. Alexandre ne savait clairement pas ou ne se souciait pas d'où venait l'argent. Il savait seulement qu'il était là. Catherine ouvrit le menu de virement et saisit le numéro d'acheminement de son compte professionnel. Dans le champ du montant, elle entra 35 000 €. Dans la ligne de libellé, elle tapa un paiement fournisseur, soit italienne pour la collection d'automne. C'était une dépense commerciale parfaitement logique qui pouvait être étayée par une facture pré-préparée à tout moment. Son doigt plana sur le bouton de confirmation. Son cœur battait vite. C'était le point de non-retour. Un léger tremblement de peur la submergea, mais il fut immédiatement suivi d'une vague massive de puissance. Elle cliqua sur « Confirmer ». Le virement fut effectué avec succès. Elle ferma l'ordinateur portable, remit tous les documents dans le coffre-fort et le verrouilla. Quand elle sortit de son bureau le même matin, le calme était revenu sur son visage. Elle alla à la cuisine, se prépara une tisane à la camomille et s'assit près de la fenêtre, regardant le jardin. Quand Alexandre rentra ce soir-là, il trouva Catherine lisant un livre dans le salon. « Tu t'es un peu calmée ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Catherine doucement, refermant le livre. « Je suis prête à commencer les démarches dès que tu le souhaiteras. » Alexandre sourit d'un air suffisant. Il n'avait aucune idée que les vraies démarches avaient déjà commencé ce matin-là et qu'il n'était absolument pas invité à la signature. Au cours des semaines suivantes, Catherine mena une double vie avec la précision d'une actrice aguerrie. En surface, elle était une épouse blessée mais résiliente. Elle baissait légèrement les épaules, souriait rarement, et son regard semblait souvent perdu dans la tristesse. La performance était très convaincante, surtout pour Alexandre, dont l'ego était trop gonflé pour voir au-delà de ce qu'il voulait voir. « Alors, quels documents avons-nous généralement besoin ?» demanda Catherine un soir alors qu'il dînait dans un silence gênant, picorant sa nourriture comme si elle avait perdu l'appétit. « Je ne comprends rien à tout ça. » Alexandre, ressentant une montée de supériorité et de contrôle, expliqua avec une patience feinte, « Ce n'est pas si compliqué. Mon avocat préparera tout. Les principales choses sont nos pièces d'identité, le certificat de mariage, et ensuite il y aura un accord de règlement. Tout ce que tu auras à faire, c'est de signer. Plus tu seras coopérative, plus vite ce sera terminé, et nous pourrons tous les deux commencer nos nouvelles vies. » « Commencer nos nouvelles vies », répéta Catherine doucement, comme un murmure douloureux pour elle-même. Intérieurement, elle ricana. Bien sûr, Alexandre voulait que cela aille vite. Plus vite cela irait, moins Catherine aurait de temps pour consulter un avocat ou trouver comment ruiner ses plans. « Je veux juste que les choses se terminent paisiblement », ajouta Catherine, regardant Alexandre avec des larmes délibérément forcées dans les yeux. « Je ne veux pas me battre. »« Bien sûr, il n'y aura pas de guerre, » dit Alexandre en lui tapotant le dos de la main, un geste de réconfort qu'elle trouva profondément insultant. « Je veillerai à ce que tout se passe bien. » Mais derrière ce masque de soumission, Catherine opérait silencieusement, rapidement et sans faille.
La rencontre avec Maître Durand au bistrot Le Crépuscule avait été le tournant. Maître Durand, un homme d'une cinquantaine d'années avec un comportement paternel et des lunettes cerclées de fil, ne ressemblait pas du tout à un loup. Il parlait doucement et écoutait attentivement sans interrompre l'histoire de Catherine. La situation est claire, Catherine, dit Maître Durand après qu'elle ait terminé. Le facteur principal ici est le temps. Tant que la requête en divorce n'est pas officiellement déposée auprès du tribunal, les actifs uniquement à votre nom ou au nom de votre SARL sont légalement les vôtres à gérer, y compris les vendre ou les transférer. Nous ne faisons rien de criminel. Nous exécutons simplement une restructuration massive de votre portefeuille personnel. Son plan était simple mais brillant. Premièrement, ils se sont concentrés sur les actifs liquides qui étaient les plus faciles à vendre et les moins directement liés au nom d'Alexandre. Le lendemain, Catherine conduisait vers l'une de ses boutiques. Au téléphone, elle parlait à Hélène. Sa voix était professionnelle, contrastant avec son rythme cardiaque légèrement élevé. Hélène, commençons par les actions technologiques. Vendez ma position dans Technova, ordonna Catherine. Très bien. J'exécuterai la vente progressivement sur les 3 prochains jours pour obtenir le meilleur prix. Les fonds seront virés directement sur le nouveau compte de courtage, qui est prêt, rapporta Hélène. Bien. Qu'en est-il des obligations municipales? C'est plus facile. La liquidation prend 2 à 3 jours ouvrables. Je peux l'initier aujourd'hui si vous voulez. Faites-le, dit fermement Catherine. Alors qu'elle s'arrêtait à un feu rouge, une voiture de police nationale s'arrêta juste à côté d'elle. L'officier à l'intérieur jeta un coup d'œil dans sa direction. L'estomac de Catherine se serra. Une paranoïa inexplicable l'envahit. Elle se sentait comme une criminelle, même si elle protégeait simplement ce qui était légalement le sien. Elle prit une profonde inspiration et se força à se détendre. Le feu passa au vert et elle redémarra lentement, laissant la voiture de patrouille derrière elle. Ce moment lui rappela les enjeux et à quel point il était vital de garder son calme. À la maison, elle devait être constamment sur ses gardes. Alexandre, de plus en plus absorbé par ses plans avec Sophie, ne prêtait pas beaucoup attention aux détails, mais il y eut des moments qui firent retenir son souffle à Catherine. Un soir, Alexandre rentra tôt et trouva une pile de courriers sur la console. Il la ramassa et commença à la trier. « Kate, le relevé de ton compte courant n'est pas arrivé ce mois-ci ?» demanda-t-il distraitement, ouvrant sa propre facture. Le cœur de Catherine manqua un battement. Elle avait tout mis en dématérialisé il y a 2 mois. Oh oui, j'ai mis tous les relevés par email. C'est plus facile. Ça économise du papier, lança-t-elle calmement depuis la cuisine, lui apportant un verre d'eau. Ah, compris, marmonna Alexandre. Son attention déjà de retour sur son propre courrier. Une autre fois, Alexandre demanda, je regardais le compte joint et le solde est assez bas. Que as-tu dépensé? Catherine avait une réponse prête. Je l'ai utilisé comme acompte pour la soie italienne que nous importons pour la nouvelle collection de mariés. Je l'ai enregistré comme dépense professionnelle, donc il ne sera pas calculé dans nos actifs matrimoniaux communs. Ne t'inquiète pas. Elle lui montra un email de confirmation de commande falsifiée qu'elle avait rédigé sur son téléphone. L'explication, le reliant à l'inventaire commercial, semblait parfaitement plausible. Alexandre, qui ne connaissait rien aux subtilités de l'activité de détail de Catherine, se contenta de hocher la tête et ne posa plus de questions. Chaque petit mensonge réussi, chaque virement bancaire secret qui se déroulait sans accroc lui donnait plus de confiance. Elle devint de plus en plus habile à masquer ses traces. Elle utilisait un VPN à chaque fois qu'elle accédait à ses comptes cachés. Elle communiquait avec Maître Durand et Hélène via des applications de messagerie cryptée. Elle devint un fantôme dans son propre écosystème financier. Une nuit, Catherine resta assise dans son bureau longtemps après qu'Alexandre se soit endormi. Sur l'écran de son ordinateur portable se trouvait une feuille de calcul intitulée « Projet Indépendance ». Elle contenait la liste de tous les actifs qu'elle avait sécurisés. Elle venait de recevoir la confirmation d'Hélène que la totalité de la somme des ventes d'actions avait été virée avec succès sur son nouveau compte caché. Avec une froide satisfaction, elle déplaça son curseur vers la ligne Action Technova. Dans la colonne Statut, elle tapa Terminé. Elle fixa le mot un instant. Chaque terminé qu'elle tapait était un pas loin d'un passé douloureux et un pas vers un futur qu'elle contrôlait pleinement. Elle ferma l'ordinateur portable. Le masque était lourd à porter,
mais le poids qui lui était enlevé des épaules était incroyable. Elle continuerait à jouer l'épouse soumise jusqu'à ce que le rideau tombe complètement. Après avoir sécurisé ses actifs liquides, Catherine savait que la tâche suivante était bien plus complexe et dangereuse. Il était temps de déplacer la richesse tangible, l'immobilier qui ne pouvait pas être déplacé d'un simple clic de clavier. Ses yeux se posèrent sur le joyau de cette catégorie, la luxueuse villa de Saint-Tropez où ils passaient souvent leur week-end. La maison avait été achetée 3 ans auparavant, non pas à leur nom personnel, mais en tant qu'actif de sa SARL, la maison de Catherine. Ce fait était à la fois une vulnérabilité et la clé de son plan. Vendre une maison exigeait une extrême discrétion. Ce n'était pas une transaction numérique silencieuse. Cela impliquait des offices notariaux, des actes de propriété et de vrais acheteurs. Ici, le rôle de Maître Durand devint crucial. Ils se rencontrèrent dans un restaurant bondé et bruyant pendant le rush du déjeuner. Maître Durand expliqua la stratégie calmement malgré le brouhaha du restaurant. « Nous exécutons une transaction immobilière privée légitime », expliqua Maître Durand. La maison de Catherine vendra la propriété. L'acheteur sera une nouvelle société holding que nous avons créée, Horizon Investissement SAS. Sur le papier, cette SAS sera entièrement détenue par votre mère. Catherine hocha la tête, suivant sa logique. Ainsi, l'argent passe simplement du compte de mon entreprise à une SAS contrôlée par ma mère. Exactement. Légalement, l'actif est retiré du portefeuille de la maison de Catherine, ce qui signifie qu'il ne peut pas être revendiqué comme valeur d'entreprise lors du partage des actifs, mais pratiquement, il reste sous votre contrôle total par l'intermédiaire de votre mère. Nous fixerons le prix de vente légèrement en dessous de la valeur du marché pour justifier une transaction rapide hors marché et en espèces. Le processus commença. Maître Durand finalisa rapidement l'enregistrement d'Horizon Investissement. Pendant ce temps, Catherine commença à préparer les documents de vente par l'intermédiaire de son directeur général le plus fiable, Nicolas Bertrand. Il devait agir vite. Plus la maison restait sur le marché, plus il y avait de chances qu'Alexandre le découvre. Le moment que Catherine craignait le plus arriva un week-end. Alexandre l'approcha dans un état d'esprit inhabituellement joyeux. « Kate, j'ai eu une excellente idée, dit-il, utilisant un surnom qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. Allons à la villa de Saint-Tropez le week-end prochain. Je veux emmener Sophie pour lui montrer l'endroit. Considérez ça comme un avant-goût avant que tout ne soit finalisé. » L'estomac de Catherine se serra. La demande n'était pas seulement impolie, mais incroyablement dangereuse pour son plan. Un refus direct éveillerait les soupçons. « Alexandre, répondit Catherine, essayant de paraître épuisée. Je ne veux vraiment pas y aller en ce moment. Trop de souvenirs. Elle fit une pause, puis donna son excuse préméditée. De plus, la maison est actuellement présentée pour des locations de luxe à long terme. Nicolas s'en occupe, et il m'a dit qu'il avait des clients sérieux qui la visitaient cette semaine. Il vaut mieux que nous ne soyons pas dans le chemin. Si nous obtenons des revenus de location pendant que les avocats règlent les choses, cela nous profite à tous les deux, n'est-ce pas? L'appât fonctionna. À la perspective de l'argent facile, les yeux d'Alexandre s'illuminèrent. Oh, c'est une excellente idée. Tu as vraiment un don pour gagner de l'argent, fit-il l'éloge, manquant entièrement l'ironie de ses propres mots. Très bien, laisse Nicolas s'en occuper. Dis-lui d'obtenir le prix fort. Bien sûr, mon chéri, répondit Catherine avec un léger sourire. Mais Alexandre était impulsif. 3 jours plus tard, il décida de se rendre seul à Saint-Tropez sans en parler à Catherine. Il se dit qu'il voulait inspecter la propriété pour les locataires, mais sa véritable intention était de prendre quelques photos pour Sophie. Au moment où la BMW d'Alexandre s'engagea dans l'allée du domaine, Catherine, à des dizaines de kilomètres de là, à Paris, sentit son cœur s'arrêter. Elle venait de recevoir un texto frénétique de Nicolas, « Votre mari est là. Restez calme. Je gère. » À l'intérieur de la villa, Nicolas Bertrand, un homme d'âge moyen dont la loyauté envers Catherine était inébranlable, joua son rôle à la perfection. Il était en fait là avec sa nièce et son mari qui faisaient semblant d'être de riches locataires potentiels. « Bonjour », salua Nicolas poliment alors qu'Alexandre entrait. Nicolas se présenta strictement comme le gérant immobilier de la SARL. « Je suis le propriétaire de cette maison », déclara Alexandre avec arrogance, regardant autour du vaste salon. « Ma femme a dit que nous la louions. » « C'est exact, monsieur. »
Je montre actuellement la propriété à ses clients, répondit Nicolas en désignant le jeune couple, qui hocha poliment la tête. Alexandre fut satisfait. Il traversa la maison, s'imaginant avec Sophie se prélassant au bord de la piscine. Il tira même Nicolas à part pour lui donner des instructions. Assurez-vous qu'il paie la compte par chèque de banque certifié. C'est une propriété de prestige. Et transmettez-moi le rapport d'inspection également. Je dois être informé. Compris. Je ferai rapport directement à Catherine, la PDG de la SARL propriétaire de la propriété, et elle vous transmettra l'information, répondit Nicolas diplomatiquement, rappelant subtilement à Alexandre qui était le propriétaire légal du bâtiment. Alexandre fronça légèrement les sourcils à cette formulation, mais n'y pensa pas beaucoup. Après avoir pris quelques photos, il partit. Dès que la voiture d'Alexandre disparut au bout de la route, Nicolas appela Catherine. C'était beaucoup trop près, dit Nicolas, respirant lourdement de soulagement. Merci, Nicolas. Tu n'as aucune idée à quel point ton aide compte pour moi, répondit Catherine, la main tremblante alors qu'elle tenait le téléphone. Cet incident manqué servit de catalyseur. 2 jours plus tard, l'acte de transfert entre la maison de Catherine et Horizon Investissement fut signé à l'office notarial que Maître Durand avait organisé. Des millions d'euros pour la maison furent virés le même jour. Les fonds étaient désormais en sécurité, bloqués sur un compte de société holding qu'Alexandre ne pouvait pas toucher. Cette nuit-là, Catherine regarda fixement par la fenêtre de sa chambre. Elle avait défendu avec succès une autre forteresse, mais la victoire avait un goût amer. Elle devait démanteler l'architecture de sa vie, brique par brique, juste pour la sauver de l'homme qui était censé être son partenaire. Chaque pas en avant dans son plan lui semblait un pas loin des beaux souvenirs qu'il partageait autrefois. Mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle devait continuer à démêler la toile de la richesse jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul fil entre les mains avides d'Alexandre. Avec l'immobilier sécurisé, Catherine faisait face à son dernier et plus grand défi, protéger son joyau, la maison de Catherine. L'entreprise n'était pas seulement une source de revenus. C'était l'incarnation de sa créativité, de sa sueur et d'années de sacrifice. Laisser Alexandre prendre la moitié de son entreprise était comme l'amputation d'un membre. La vendre était hors de question. La manœuvre qu'elle a conçue avec Maître Durand était élégante et brutale. Ils allaient restructurer le capital social de l'entreprise sur la base d'un billet à ordre juridiquement contraignant. Le fondement de cette démarche reposait sur une vérité plausible. Il y a 7 ans, lorsque Catherine a ouvert sa première boutique, elle a reçu un prêt de démarrage de sa mère. Le montant n'était pas énorme, mais il suffisait à obtenir le premier bail commercial et à acheter l'inventaire initial. Il avait toujours été traité comme un don familial informel. Il n'y a jamais eu de contrat de remboursement. Maintenant, ce don allait devenir une dette d'entreprise hautement structurée. Maître Durand a méticuleusement rédigé un billet à ordre rétroactif. Le document stipulait que la mère de Catherine avait fourni le capital de démarrage et que si le prêt n'était pas remboursé en espèces dans les 7 ans, la dette serait satisfaite par le transfert de 75% du capital de la maison de Catherine au prêteur. La paperasse a été rédigée pour paraître totalement authentique et conforme. C'est joué sur le fil du rasoir, Catherine l'a averti Maître Durand sur leur ligne sécurisée. Mais légalement, c'est très difficile à contester, surtout parce que nous avons les relevés bancaires d'il y a 7 ans prouvant que votre mère vous a viré le montant exact. Nous soutiendrons que c'était un prêt formel. Au tribunal, ce sera la parole de votre mère et un contrat signé contre les suppositions de votre mari. Les juges ont tendance à se ranger du côté des preuves écrites dans les litiges commerciaux. Catherine a accepté. Elle préférait risquer cela plutôt que de remettre les fruits de son travail à Alexandre sur un plateau d'argent. L'étape suivante consistait à enrôler à nouveau Nicolas Bertrand. Un après-midi, Catherine a appelé Nicolas dans son bureau à la boutique phare, a fermé la porte et a servi une tasse de café à l'homme qui était avec elle depuis que son entreprise n'était qu'une petite boutique éphémère. Nicolas, a commencé Catherine sérieusement. Je divorce d'Alexandre. Nicolas l'a regardé avec inquiétude, mais sans surprise. Je suis désolé d'apprendre ça. Quoi que tu aies besoin, je te soutiens. Merci, a dit Catherine sincèrement, car j'ai vraiment besoin de ton aide. Alexandre croit qu'il a droit à la moitié de cette entreprise que nous avons construite. Je ne peux pas laisser cela arriver. Il ne s'agit pas seulement de moi, Nicolas. Il s'agit de ton avenir et de l'avenir de tous ceux qui travaillent ici.
Catherine a expliqué le transfert de capital à sa mère comme le règlement d'une vieille dette. Elle n'a pas mentionné que le billet avait été créé juste avant. Elle l'a présenté comme une vieille obligation qu'elle devait enfin exécuter. La loyauté de Nicolas n'a pas flanché. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'ai besoin que tu prépares tous les résumés financiers internes, les bilans et les comptes de profits et pertes. Tout doit refléter l'existence de cette dette impayée envers l'investisseur initial. Nous devons faire en sorte que les documents aient l'air fluides et historiques, a-t-elle ordonné. Pendant la semaine suivante, Catherine et Nicolas ont travaillé des heures supplémentaires pour ajuster les livres de comptes internes de l'entreprise, ajouter des notes de bas de page sur la dette et préparer la paperasse pour une assemblée générale d'actionnaires fantômes. Le jour désigné, le transfert de capital a été finalisé à l'étude notariale. Sa mère, Éléonore, une retraitée au visage aimable mais aux yeux vifs, tout comme sa fille, a signé les papiers sans poser de questions inutiles. Elle a juste serré la main de Catherine et a dit « Reprends ce qui est à toi, ma chérie ». Avec le sceau du notaire, 75% de la maison de Catherine ont été officiellement transférés à Éléonore. Catherine est restée PDG avec un contrôle opérationnel total, mais sur le papier, elle n'était plus la propriétaire principale. La valeur fondamentale de l'entreprise était désormais intouchable par les revendications d'Alexandre. Ce soir-là, Catherine se tenait seule dans la boutique phare fermée. Elle a passé sa main sur les tissus luxueux des robes exposées. Elle avait sauvé son royaume, mais la victoire était douce amère. Elle se sentait comme un général qui avait dû brûler ses propres champs pour que l'ennemi ne puisse pas les récolter. Elle s'est regardée dans le miroir. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux brûlaient d'une résolution inébranlable. La bataille n'était pas entièrement terminée, mais sa forteresse principale était désormais impénétrable. Le temps passa, et le calme arrogant d'Alexandre commença à se fissurer. Sophie, qui avait d'abord été patiente, devenait irritable. Le style de vie somptueux qu'Alexandre avait promis semblait stagner, et elle exprimait sa frustration sur lui. Ça fait presque 2 mois. Quand est-ce que ça va être fini? Exigea Sophie au téléphone, sa voix perçante. J'en ai marre d'attendre dans mon petit appartement. J'ai trouvé un superbe loft dans le Marais, mais les prix ne cessent d'augmenter. Sois juste patiente, chérie, tenta de la calmer Alexandre. Les choses légales prennent du temps. Kate a dit qu'elle compilait tous les relevés financiers pour un partage équitable. Elle coopère. Coopère? Sophie laissa échapper un rire caustique. Elle les compile ou elle les cache? Tu es trop mou. Tu dois prendre le contrôle. Vérifie ses comptes. Peut-être qu'elle a déjà tout vidé et que nous allons repartir de zéro. Les paroles de Sophie blessèrent la fierté d'Alexandre. Être qualifié de mou était une insulte qu'il ne pouvait supporter. Alimenté par la paranoïa que Sophie avait semée, il décida de mener son enquête. Il ne voulait pas paraître désespéré devant Catherine, alors il agit en secret. Ce soir-là, alors que Catherine était sous la douche, Alexandre se glissa dans son bureau à domicile, ouvrit son ordinateur portable et tenta de se connecter à l'un de leurs comptes de courtage joints qu'il n'avait pas vérifié depuis un certain temps. Il saisit le nom d'utilisateur et le mot de passe dont il se souvenait. Erreur. Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide. Il réessaya. Rien. Il cliqua sur mot de passe oublié, espérant que le lien de réinitialisation irait à son email. Le système l'informa que le lien avait été envoyé à l'adresse du titulaire principal du compte, l'email personnel de Catherine. Une sensation nauséabonde commença à se répandre dans son estomac. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, il appela le service client du courtier. Après un fastidieux processus de vérification, il obtint enfin un représentant. « Je ne peux pas accéder à mon compte », se plaignit Alexandre, égrenant le numéro de compte. « Oui, monsieur. » « Laissez-moi vérifier, » dit la représentante. Après une pause, elle reprit. « Selon nos registres, les identifiants de connexion ont été modifiés il y a 2 semaines par le titulaire principal du compte, Catherine. » Le rythme cardiaque d'Alexandre s'accéléra. « Modifié? Pourquoi? Je n'ai pas cette information, monsieur. En tant que propriétaire secondaire, vous n'avez pas l'autorisation de réinitialiser les identifiants numériques sans le propriétaire principal. Vous devrez la contacter directement. » Alexandre raccrocha furieux. Ce soir-là, il rassembla son courage pour confronter Catherine. Il essaya de garder un ton désinvolte.
Kate, j'ai essayé de me connecter au compte de courtage aujourd'hui et je n'ai pas pu. On dirait que le mot de passe a été changé. Catherine, qui lisait sur le canapé, leva les yeux. Son expression était parfaitement sereine. Elle s'y attendait. Oh, ça, répondit-elle sèchement. Ma conseillère financière s'en est occupée en prévision du partage des actifs. Elle a conseillé de prendre un contrôle temporaire des identifiants du compte pour s'assurer qu'aucune des parties ne fasse de transactions non autorisées avant que le tribunal ne rende une décision. Elle m'a dit que c'était une procédure standard pour protéger les actifs et maintenir tout équitable et transparent. L'explication était un coup de maître. Catherine utilisa les mots équitable, transparent et protégé. Elle servit à Alexandre le jargon d'entreprise exact qu'il utilisait pour la soumettre. Cela sonnait incroyablement professionnel, logique, et semblait même conçu pour protéger Alexandre lui-même. Ses soupçons se refroidirent légèrement, mais ne disparurent pas. Conseillère financière? Depuis quand as-tu une conseillère? Depuis que tu m'as demandé le divorce, répondit sèchement Catherine, reportant ses yeux sur son livre. Je ne connais rien au droit du divorce ou à la liquidation d'actions. J'avais besoin de quelqu'un pour me guider afin de ne pas faire d'erreurs qui me nuisent ou te nuisent. La réponse fit taire Alexandre. L'idée qu'une femme faible et ignorante ait cherché une aide professionnelle avait du sens. Mais le germe du doute avait poussé. Il commença à remarquer les petites choses. Catherine raccrochant brusquement au téléphone quand il entrait dans une pièce. Son ordinateur portable n'était plus jamais déverrouillé. Elle semblait quitter la maison plus souvent pour des rendez-vous avec des fournisseurs. Et quand elle rentrait, elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air intensément concentrée. Une nuit, Alexandre se réveilla et trouva le côté du lit de Catherine vide. Il fouilla la maison et la trouva assise sur le patio dans le noir. Elle ne pleurait pas. Elle était juste assise parfaitement immobile, le dos droit. Il y avait une aura de pouvoir étrange autour d'elle qui l'effraya. « Tu es réveillée ?» demanda-t-il. Elle tourna la tête. Ses yeux captèrent la faible lumière du patio. Juste prendre l'air. J'ai beaucoup à penser. Alexandre retourna au lit seul. Son anxiété monta en flèche. Les plaintes de Sophie résonnaient à ses oreilles, se mêlant à l'image de cette nouvelle Catherine mystérieuse. Pour la première fois, il sentit que son plan parfait pourrait avoir une faille fatale. Et la faille était Catherine. Il tenta de l'ignorer, se disant que tout était en bonne voie, mais au fond de lui. Il savait que le calme avant la tempête était terminé. Le temps semblait s'accélérer. Chaque jour qui passait rapprochait Catherine de la ligne d'arrivée qu'elle s'était fixée. Alexandre communiquait plus fréquemment avec son avocat pour finaliser la paperasse. Catherine savait qu'elle avait des jours, peut-être une semaine, avant que la requête en divorce ne soit officiellement déposée auprès du tribunal et qu'un gel automatique ne soit placé sur leurs biens matrimoniaux. Elle devait exécuter la dernière étape. Sa dernière cible était leur compte courant joint, le portefeuille du ménage. Comparé aux millions qu'elle avait sécurisés en immobilier, en actions et en valeurs d'entreprise, l'argent de ce compte était une menue monnaie. Mais pour Catherine, le vider revêtait une signification symbolique profonde. C'était rompre le dernier lien qui la reliait à Alexandre. Tard cette nuit-là, Catherine attendit d'entendre le léger ronflement d'Alexandre. Elle se glissa dans son bureau, alluma son ordinateur portable et ressentit une montée d'adrénaline familière. Ce serait probablement sa dernière opération secrète. Elle se connecta à la banque. Le solde joint était d'environ 45 000 €. Il se composait du salaire d'Alexandre du mois dernier, plus quelques dépôts résiduels de la boutique. Elle pouvait tout prendre. La tentation était forte. Un sombre murmure la pressait de le vider à zéro pour infliger un maximum de douleur. Mais Catherine secoua la tête. Son objectif n'était pas une vengeance aveugle. C'était une justice calculée. Sa victoire devait être légalement inattaquable. Elle examina l'historique des dépôts. Le salaire net d'Alexandre pour le mois était d'environ 8 000 €. Elle ajouta 2 000 € de plus juste au cas où. Total, 10 000 €. Elle laisserait 10 000 € sur le compte. Elle ne prenait que les 35 000 € qu'elle pouvait clairement relier à ses revenus de boutique. Elle initia le virement bancaire vers son nouveau compte personnel. Il fut effectué en quelques secondes. Elle fixa les 10 000 € restants. C'était suffisant pour qu'Alexandre vive un mois ou deux.
Ce n'était pas un acte de miséricorde. C'était une manœuvre tactique. En laissant un montant raisonnable, elle refusait à Alexandre la possibilité de prétendre qu'elle l'avait laissé démuni ou qu'elle avait volé son salaire. Cela prouvait qu'elle était motivée par une comptabilité froide, et non par la malice. Fermant l'ordinateur portable, une vague massive de soulagement l'envahit, suivie d'une vague inattendue de chagrin. La porte était vraiment fermée maintenant. Plus de liens financiers, plus d'heures, seulement le mien et le sien. Sa guerre silencieuse était terminée. Maintenant, elle n'avait plus qu'à déclarer victoire. Le lendemain, Catherine se prépara pour le grand final. Elle ne fit pas ses valises de manière dramatique. Cela aurait éveillé les soupçons. Au lieu de cela, elle remplit une valise de taille moyenne avec ses vêtements préférés, ses objets de valeur essentielle et son ordinateur portable. Plus important encore, elle emballa un dossier juridique bleu foncé. Ce dossier était son arsenal. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires de ses nouveaux comptes montrant des millions en liquidité, l'acte de vente notarié de la villa de Saint-Tropez à Horizon Investissement. Les statuts sociaux révisés de la maison de Catherine montrant sa mère comme propriétaire majoritaire à 75% et un bref mémorandum juridique de Maître Durand confirmant la légalité de ses actions. Chaque feuille de papier était une balle chambrée et prête à tirer. Pendant les 2 jours suivants, elle maintint sa routine, attendant. Chaque fois qu'Alexandre rentrait du travail, son cœur s'emballait. Le vendredi soir, le moment arriva enfin. Alexandre entra d'un pas plus léger que d'habitude. Un sourire suffisant s'étirait sur son visage. Dans sa main, il portait une mallette en cuir marron haut de gamme. « Nous ne mangeons pas à la maison ce soir », annonça Alexandre d'un ton faussement joyeux. « Je veux te montrer quelque chose. Appelons ça une célébration du début de nos nouvelles vies séparées. » Catherine regarda la mallette, puis hocha lentement la tête. « Nous n'avons pas besoin d'aller n'importe où. Parlons juste ici, » dit-elle, sa voix une mer calme, cachant un ouragan. L'aube du chapitre final était arrivée. La scène était prête, et Catherine, réalisatrice et actrice principale, était prête pour le rappel. Ils étaient assis face à la même table de salle à manger en chaîne où le divorce avait été évoqué pour la première fois, mais la dynamique avait entièrement changé. Alexandre rayonnait de victoire. Catherine rayonnait d'un calme absolu. Avec une touche théâtrale, Alexandre posa sa mallette en cuir marron sur la table et ouvrit les loquets. « Prête, Kate » commença-t-il, son ton condescendant, comme s'il expliquait les mathématiques à un enfant. « Mon avocat, Maître Dubois, est fantastique. Les papiers sont parfaits. L'accord de règlement, la liste des biens matrimoniaux, divisée exactement en 2, tout est là. Nous n'avons plus qu'à signer devant un notaire demain et le déposer au tribunal. Rapide, propre, pas de drame. » Il poussa une épaisse pile de papier vers elle. « Regarde-les. J'ai tout listé. Cet hôtel particulier, la villa de Saint-Tropez, les comptes de courtage, l'évaluation de ton entreprise. Nous le partageons équitablement. » Catherine ne toucha pas les papiers. Elle les laissa poser entre eux comme un monument à sa cupidité. Au lieu de cela, elle prit son dossier bleu sur la chaise à côté d'elle et le plaça sur la table avec une lenteur délibérée. « J'ai aussi préparé quelques documents pour toi, » dit Catherine, sa voix cristalline. Alexandre laissa échapper un court rire moqueur. « Quel document ? Une lettre de ton conseiller. Allez, Kate. Ce n'est pas émotionnel. C'est strictement légal. » Catherine ignora la raillerie. Elle ouvrit le dossier bleu et en sortit la première feuille. C'était une impression de leur compte courant joint de ce matin. « Voici notre compte courant joint, » dit Catherine, faisant glisser le papier vers lui. « Solde, 10 000 €. Tu prends 5, je prends 5. Équitable, n'est-ce pas ?» Le visage d'Alexandre se décomposa. Son sourire disparut. « De quoi parles-tu ? Nous avons des centaines de milliers d'euros sur les comptes de courtage. » Catherine sortit la deuxième feuille, un relevé de son nouveau compte séparé montrant un solde avec beaucoup de zéros. « Ce sont mes économies, Alexandre, pas nos économies. L'argent de mes primes, des paiements d'entreprise et des ventes d'actions, tout a été transféré ici. » Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu ne peux pas faire ça. »« Oui, je le peux, » rétorqua Catherine, sortant le troisième document. L'acte de transfert de la villa.
Quant à la villa de Saint-Tropez, tu es trop tard. Cette maison n'était pas une propriété personnelle. Elle appartenait à la SARL. Et en tant que PDG de la maison de Catherine, j'ai décidé de liquider l'actif le mois dernier pour augmenter les flux de trésorerie de l'entreprise. Voici l'acte de vente. Alexandre arracha le papier de la table. Il vit la maison de Catherine SARL listée comme vendeur et une entité inconnue, Horizon Investissement SAS, comme acheteur. Ses mains commencèrent à trembler. C'est impossible. Je n'ai jamais consenti à cela. Ton consentement n'était pas requis. C'était une transaction immobilière d'entreprise, expliqua Catherine avec une patience létale, et les fonds de la vente sont allés sur les comptes d'entreprise de la holding. Des fonds qui, naturellement, ne peuvent pas être divisés comme biens ménagers matrimoniaux. Alexandre respirait bruyamment. Son visage rougit de colère et d'une peur rampante et paralysante. L'entreprise ? J'ai droit à la moitié de ton entreprise. Nous l'avons construite ensemble. Catherine haussa un sourcil. Elle sortit le dernier document. Le plus mortel de tous, les statuts sociaux modifiés de la maison de Catherine. Selon ce document notarié, je ne possède qu'une participation minoritaire dans ma propre entreprise. 75% du capital appartient à ma mère. Il a été transféré pour satisfaire un prêt de démarrage que j'avais contracté lorsque j'ai démarré, un prêt dont le terme de remboursement a opportunément expiré juste avant que tu ne demandes le divorce. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Alexandre fixa les documents. Le nom d'Éléonore était clairement indiqué comme actionnaire majoritaire. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tous ses plans, le loft du Marais avec Sophie, sa vie de luxe financée par le travail acharné de Catherine, s'effondrèrent en moins de 5 minutes. C'est une fraude, cria-t-il, frappant du poing sur la table. C'est illégal. Tu as volé mon argent. Je te poursuivrai en justice. Je te détruirai. Pour la première fois, Catherine sourit. Pas un sourire chaleureux, mais un sourire froid et triomphant. Elle se leva de sa chaise. Poursuis-moi. Maître Durand sera ravi de te rencontrer au tribunal. Mais d'abord, demande à ton avocat. Demande à Maître Dubois s'il est illégal pour une femme de gérer des actifs liquides légalement à son nom. Demande-lui s'il est illégal pour une SARL de vendre ses propres biens immobiliers. Demande-lui s'il est illégal de rembourser une dette d'entreprise. Catherine marqua une pause, laissant la réalité de ces mots s'enfoncer dans son cerveau. Tu m'as appelé faible. Tu avais tort. Ma vraie faiblesse a été de te laisser me sous-estimer si longtemps, de croire que l'homme qui dormait à côté de moi me voulait vraiment le meilleur. Maintenant, j'ai repris tout ce qui est à moi. Elle se dirigea vers la porte d'entrée où sa valise l'attendait. Construis ton nouveau palais avec Sophie, Alexandre, mais tu devras acheter les briques toi-même. Au revoir. Catherine attrapa sa valise, ouvrit la porte et sortit dans la fraîcheur du soir parisien sans se retourner. Le bruit de la porte d'entrée qui claquait résonna comme le marteau d'un juge. Le procès était terminé et le verdict avait été rendu. Alexandre resta seul dans l'hôtel particulier immense et silencieux, entouré des lambeaux de son avenir brisé. Le silence que Catherine laissait derrière elle était plus assourdissant que ses propres cris. Pendant plusieurs minutes, il resta assis là, fixant les 2 mallettes sur la table, sa mallette en cuir marron, désormais entièrement inutile, et le fantôme du dossier bleu de Catherine, qui était devenu la pierre tombale de sa vie. La réalité le frappa avec la force d'un train de marchandises. Ce n'était pas un cauchemar. C'était en train d'arriver. Sa première réaction fut le déni mêlé de panique. Il attrapa son téléphone. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine composer le numéro de son avocat. Maître Dubois, cria-t-il dès que l'appel fut connecté. Oublie les politesses. Ma femme m'a ruiné. Elle a vidé les comptes, vendu la villa de Saint-Tropez, transféré son entreprise à sa mère. C'est une fraude. Nous devons la poursuivre. Je l'ai tout. Un soupir fatigué traversa le combiné. Calme-toi, Alexandre. Explique-moi ça lentement. Quand ces transferts ont-ils eu lieu? Je ne sais pas. Au cours des dernières semaines, probablement. Et notre requête en divorce? Elle a déjà été déposée au greffe du tribunal, n'est-ce pas? Demanda Maître Dubois, son ton soudainement sec. Non, j'allais lui donner les papiers à signer demain.
Il y eut un long silence. Alexandre sentit un sentiment de fatalité s'installer. « Maître Dubois, tu es là. » La voix de l'avocat revint, plate et sèche. « Alexandre, je dois te dire la dure vérité. Si ces transferts et ventes ont eu lieu avant que nous ne déposions officiellement le divorce, et que les actifs étaient légalement à son nom ou au nom de sa SARL, ce qu'elle a fait est presque certainement entièrement légal. » Légal ? Gémit Alexandre, incapable d'en croire ses oreilles. C'est du vol. C'est ce qu'on appelle une restructuration légale de portefeuille. Sans une ordonnance du tribunal ou une requête déposée instituant un gel automatique, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec les actifs à son nom. Tu lui as laissé trop de temps. D'après la loi, elle ne t'a pas volé. Elle t'a simplement déjoué. Le téléphone glissa des mains d'Alexandre et claqua sur le parquet. Déjoué. Le mot résonna dans sa tête. Catherine, qu'il croyait soumise et ignorante, l'avait joué avec une maîtrise absolue. Sa pensée suivante fut pour Sophie. Il devait lui dire. D'une main tremblante, il appela sa petite amie. Eh, chérie. Alors, on a eu les signatures ? La voix de Sophie était joyeuse et pleine d'attente. Sophie, il y a un problème, murmura Alexandre, sa voix rauque. L'argent. La villa de Saint-Tropez. Kate a tout pris. C'est parti. Silence. Pas un silence choqué, mais un silence froid et mort. Qu'est-ce que tu veux dire par parti ? La voix de Sophie baissa d'un ton. Elle a déplacé l'argent. Vendu la maison par l'intermédiaire d'une société écran. Sa mère possède maintenant l'entreprise. Tout ce qui reste, c'est 10 000 € sur le compte courant et cet hôtel particulier, qui a un énorme prêt immobilier que je ne peux pas payer seul, expliqua frénétiquement Alexandre. Un rire aigu et cruel éclata au téléphone. Parti ? Tu l'as laissé tout prendre ? Tu es un idiot ? J'ai mis ma vie en suspens pour tes grandes promesses et maintenant tu me dis que tu n'as rien. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Je pensais qu'elle. Tu pensais qu'elle était stupide. Il s'avère que le seul idiot ici, c'est toi, coupa Sophie vicieusement. Je ne vais pas faire la routine du couple en difficulté. Je ne vais pas repartir de zéro avec un perdant. Ne me rappelle plus jamais. Clic. Juste comme ça. Le véritable amour qu'il avait utilisé comme excuse pour détruire son mariage s'avéra n'être rien de plus qu'un amour pour son compte en banque. Maintenant, il était seul. Vraiment seul. La panique céda la place au désespoir le plus total. Il devait joindre Catherine. Il devait supplier. Il attrapa son téléphone et commença à envoyer des textos. Le premier était plein de rage. Kate, tu vas le regretter. Je ne me laisserai pas faire. Aucune réponse. Le deuxième était une menace. Je dirai à tout le monde quel serpent tu es. Je détruirai ta réputation. Silence. Le troisième était une tentative pathétique de négocier. Ok. Ok. J'avais tort. Je suis désolé. Parlons en adulte. Je te donnerai tout ce que tu veux. Pas de réponse. Finalement, son arrogance entièrement brisée, il envoya une supplication pathétique. Kate, s'il te plaît. Ne me laisse pas comme ça. Je n'ai rien. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, décroche. Il attendit 1 heure, les yeux rivés sur l'écran, priant pour des bulles de saisie. Finalement, il tenta d'envoyer un dernier message. Il ne passa pas. Un point d'exclamation rouge apparut. Message non envoyé. Il essaya d'appeler. Cela tomba directement sur la messagerie vocale. Catherine l'avait bloqué. Cette réalisation fut le coup de grâce. Ce n'étaient pas les cris ou les insultes qui l'avaient détruit. C'était le silence absolu de Catherine. Ce silence était sa sentence. Il ne valait même plus une réponse. Alexandre s'effondra sur le canapé dans le salon sombre. L'hôtel particulier immense, autrefois symbole de sa réussite, ressemblait maintenant à un froid mausolée. Il était entouré de meubles chers et de souvenirs vides. L'épave de sa cupidité était éparpillée tout autour de lui, et il était le seul survivant, piégé dans les ruines, consumé par un remords tardif. Alexandre passa l'année suivante à payer pour son arrogance. Le temps,
qui lui avait semblé un ennemi pendant ses jours anxieux, était devenu le guérisseur ultime pour Catherine. Une année avait suffi pour détruire un monde et largement le temps d'en construire un entièrement nouveau. Dans un superbe penthouse surplombant la skyline de Paris, Catherine commença sa journée. L'air frais de la ville, porté par la brise de la terrasse, charriait l'énergie de Paris et la promesse de nouveaux départs. Elle ne vivait plus dans une maison hantée par de pénibles souvenirs. Elle s'était déplacée physiquement et spirituellement. Son apparence avait également changé. Elle portait ses cheveux coupés en un carré court et moderne qui encadrait son visage, un visage qui rayonnait désormais d'une confiance inébranlable. Elle avait troqué ses robes conservatrices contre d'élégants tailleurs pantalons de créateur. Elle n'était plus seulement une propriétaire de boutique locale. Elle était une actrice majeure dont le nom faisait des vagues dans l'industrie de la mode française. Ce matin-là, elle venait de terminer une visioconférence avec son équipe. La maison de Catherine, qu'elle avait rachetée à sa mère avec son propre capital sécurisé, était en pleine expansion. Ils finalisaient la grande ouverture de leur nouveau magasin phare avenue Montaigne à Paris. Tout est dans les délais, rapporta Nicolas Bertrand à l'écran, son visage rayonnant de fierté. Les fournisseurs sont confirmés et les entrepreneurs ont terminé l'aménagement intérieur hier. Nous sommes parfaitement en bonne voie. Excellent travail, Nicolas, dit Catherine avec un sourire éclatant et sincère. Merci pour tout votre travail acharné et veuillez transmettre ma gratitude à l'équipe. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Terminant l'appel, Catherine se dirigea vers sa machine à espresso et se servit un café noir. Sirotant la riche infusion, elle contempla la skyline. La procédure de divorce s'était conclue 6 mois auparavant. Par l'intermédiaire de son avocat désespéré, Alexandre avait tenté de riposter, accusant Catherine de fraude et d'abus de confiance. Mais l'équipe juridique de Maître Durand avait écrasé toutes les requêtes. Ils avaient prouvé avec des documents inattaquables que les transferts de Catherine avaient été exécutés légalement avant le dépôt de la demande de divorce et concernaient des actifs strictement relevant de sa compétence juridique. Au final, Alexandre obtint exactement ce que Catherine lui avait permis d'avoir, la moitié du compte courant de 10 000 € et le fardeau du prêt immobilier de l'hôtel particulier, qu'il ne pouvait pas se permettre. Catherine pensait occasionnellement à lui, mais il n'y avait plus de douleur. Les souvenirs lui semblaient regarder un vieux film mettant en scène quelqu'un d'autre. Elle réalisa que la trahison d'Alexandre n'était pas le reflet de ses propres lacunes, mais le reflet de son propre caractère vide. Le traumatisme avait agi comme un creuset, la forgeant en une femme de pouvoir qu'elle n'avait pas soupçonné pouvoir être. Elle se sentait en paix, entière, et surtout, libre. De l'autre côté de la ville, dans un studio exigu et hors de prix d'une banlieue modeste de Paris, Alexandre traînait sa nouvelle existence. Il avait été contraint de vendre l'hôtel particulier à perte juste pour rembourser la banque. Après les frais d'agence et les pénalités, il n'avait presque rien récupéré. Il occupait désormais un poste de cadre intermédiaire avec un salaire qui ne pouvait pas supporter une fraction de son ancien style de vie. Ce soir-là, il était assis seul sur un futon bon marché, son visage illuminé uniquement par la lueur de son smartphone. Il faisait défiler les réseaux sociaux, une vieille habitude qui avait commencé sa chute et était maintenant sa torture quotidienne. Son pouce s'arrêta sur un article d'un grand magazine économique. C'était une photo du gala de l'entrepreneur de l'année. Au centre de la scène, vêtue d'une robe pourpre époustouflante et tenant un trophée en cristal avec un sourire radieux, se tenait Catherine. Alexandre fixa la photo longtemps. La femme à l'écran lui semblait une étrangère non pas à cause de ses cheveux ou de ses vêtements, mais à cause de l'aura de pouvoir et de bonheur qui l'entourait. C'était une Catherine qu'il n'avait jamais connue, ou plutôt une Catherine qu'il avait refusé de voir. Et à cet instant, l'épiphanie la plus déchirante le frappa. Il réalisa que ce qu'il avait gâché n'était pas seulement des millions d'euros ou de l'immobilier. Il avait perdu une femme qui avait l'intellect pour construire un empire, la force de traverser n'importe quelle tempête et la loyauté de se tenir à ses côtés. Tous les traits qu'il avait pris pour de la faiblesse, sa patience, sa décence, sa gentillesse étaient en fait les piliers de son immense force. Il avait jeté un diamant parce qu'il était aveuglé par l'éclat bon marché d'un morceau de verre nommé Sophie. La dernière fois qu'il avait vu Sophie en ligne, elle posait sur un yacht à Miami avec un homme beaucoup plus âgé, beaucoup plus riche. Le cycle continuait, et Alexandre n'avait été qu'un tremplin. Le regret lui brûla la gorge comme de l'acide. Ce n'était pas seulement la perte du luxe, mais la réalisation profonde et humiliante de sa propre stupidité d'homme. Il verrouilla son téléphone et l'obscurité du minuscule appartement l'engloutit.
Le seul actif qui lui restait était une vie entière de regrets amers. De retour dans son Penthouse, Catherine posa sa tasse d'espresso. Elle surprit son reflet dans les baies vitrées. Derrière elle s'étendait l'intérieur élégant et spacieux de sa maison. Devant elle s'étirait l'étendue scintillante de Paris, vibrant d'infinies possibilités. Elle ne regardait plus en arrière. Le passé était une éducation, pas une prison. Avec un sourire doux et confiant, elle se détourna de la vitre, prête à affronter la journée, prête à conquérir le monde. Le soleil se levait et l'aube lui appartenait entièrement.